Cours sera sur les présentations et le dressage des plats. Et pas seulement des plats, mais des cocktails aussi. Le dressage en cuisine. Le dressage peut se faire dans des cocktails et dans des lunchs sous forme de buffet. Peut se faire directement en plat avec service à table, ce qu'on appelle service à la française ou service à l'anglaise. Et peut être fait en dressage à l'assiette. Le dressage en buffet. Dressage en buffet, la définition, c'est un ensemble de mets de boissons disposés sur une table lors d'une réception. Sur ce buffet, on peut donc installer des lunchs, des cocktails ou encore des buffets chauds avec des services qui sont autogérés par le client, c'est-à-dire que c'est le client directement qui va se servir seul, sans l'intermédiaire d'un serveur. Les trois secteurs de la restauration qui utilisent ce type de buffet sont les traiteurs qui peuvent être notamment dans l'événementiel pour les mariages, les animations de repas, d'entreprises, des cocktails, les inaugurations. Et généralement, les traiteurs vont dans un endroit qui est loin de leur site et donc ils déplacent la production jusqu'à chez le client. Ensuite, les hôtels utilisent souvent les dressages en buffet. Comme vous le savez, j'ai été pendant longtemps chef d'un hôtel 4 étoiles à Bayonne. J'utilisais beaucoup les buffets pour ce qui était banqueting, pour ce qui était cocktail et de temps en temps pour les repas séminaires qui voulaient avoir plusieurs alternatives au menu classique entrée plat dessert. Donc toutes les prestations là par contre dans les hôtels restent dans les hôtels et on utilise soit le restaurant de l'hôtel soit les salles de séminaire pour les faire. Troisième secteur de la restauration qui utilise les buffets, ce sont les cafétérias, type Flunch et Crescendo. Comme vous voyez sur les deux photos ici, nous avons donc des scrambles, ce qu'on appelle des scrambles, c'est-à-dire que on dispose par exemple pour un salade bar, on va disposer de beaucoup de bacs avec des salades et chacun peut venir se servir pour se faire sa propre salade à lui. Donc c'est plutôt le restaurant à thème qui utilise ce type de concept. Je ne sais pas si vous connaissez la Fin des haricots à Toulouse qui utilise ce concept-là. Ça peut être des produits de très bonne qualité comme des produits pour une alimentation beaucoup plus simple, type les routiers. La plupart des restaurants routiers utilisent aussi pour leur buffet d'entrée et de dessert, généralement des buffets. Dressage au plat avec service à table. Alors, ce sont soit des services à l'anglaise, soit des services à la française. Je pense que vous en prendrez ça ou que vous l'avez déjà appris avec mes collègues de service. Et il n'y a plus beaucoup de restaurants qui utilisent ce service-là. Un seul restaurant que je connais moi qui utilise ça, c'est le restaurant du ministre des Affaires étrangères qui utilise le service à la française pour perpétuer un petit peu le classicisme de la cuisine française auprès des pays étrangers. Venons au dressage à l'assiette. Service à l'assiette, dressage à l'assiette. Il y a différentes présentations possibles. Dressage central, symétrique, rigide et variable, linéaire. Souffle du vent, éclaté, asymétrique, vertical. Et on va commencer par le dressage central. Donc vous pouvez voir que on a une assiette assez grande, on vient regrouper tous les constituants au centre de l'assiette. On a ensuite le service rigide, symétrique, rigide et variable. Donc là, sur les deux photos que vous voyez, on a ici une symétrie qui est faite avec la quenelle de glace. Ici, on a trois cubes finalement qui sont souvent des cubes de guimauve, des petits points, des opalines, du crumble. Donc tout ça est assez symétrique. Mais c'est une symétrique variable. Ici, on a vraiment par contre sur cet exemple-là une symétrie qui est rigide. C'est-à-dire que si je prends ici, que je coupe ici en deux, j'ai vraiment une symétrie qui est rigide. Donc tous les éléments peuvent avoir des formes et des couleurs différentes, mais ils sont regroupés en zones qui leur sont symétriques. Et le dressage rigide, tous les composants
sont de manière absolue. Dressage linéaire. Le dressage linéaire, comme vous voyez ici, on a un enfilement d'ingrédients qui sont ici cubés et qui sont de manière linéaire. On va utiliser ça beaucoup pour les restaurants à brochette par exemple, qui vont proposer vu que la brochette est linéaire, on va continuer à mettre le dressage linéaire en place. Donc il faut avoir le souci de la linéarité de tous les composants et surtout d'avoir, si on fait des alternances de couches ou des alternances de produits, d'avoir toujours le même produit qui se répète au même endroit et qu'on ait une linéarité et que votre assiette soit lisible. Souffle du vent. Alors souffle du vent, c'est généralement un dressage qui est fait à partir d'une purée ou d'une préparation que l'on lisse et on va venir mettre dans cette rainure quelques produits. On dirait que c'est presque poussé par le vent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce dressage-là le souffle du vent. C'est une présentation qui dessine une ligne dynamique dans l'assiette. Généralement c'est une virgule et on va venir mettre donc par petits points, par volume, jusqu'à sa terminaison, pas mal de produits. Donc ça c'est un dressage qui est très on va dire gastronomique et qu'on se sert beaucoup dans les 2-3 macarons Michelin, un macaron Michelin. On peut s'en servir aussi sur de la bistronomie, mais il faut savoir que c'est un dressage qui peut être fait juste à la dernière minute et qui demande beaucoup de technicité et on va complexifier beaucoup l'assiette si on rajoute beaucoup d'éléments comme sur la photo que l'on a. Dressage éclaté. Alors dressage éclaté, comme vous voyez dans cette assiette, on va essayer d'optimiser l'intégralité de l'assiette. C'est vraiment le contraire du dressage central, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment partout et essayer de le mettre à l'évidence, plein de petits points. Là aussi c'est un dressage qui est très technique, qui va demander beaucoup de technicité, qui est plus fait pour la grande restauration. Donc on va utiliser, comme je vous disais, le maximum d'espace pour donner de la légèreté et aérer au plat. Voilà. Dressage asymétrique. Donc un dressage asymétrique, on va clairement dresser sur un côté de l'assiette. Alors ça c'est une photo d'un plat que j'avais fait quand j'étais chef. Donc vous voyez, j'avais un coulis de persil et un coulis de brocoli que j'avais décidé comme ça, et ensuite j'avais mis toutes mes garnitures à côté et le plat était fini. C'était un plat vegan et donc le plat était fini et j'avais fait ça pour un menu banquet pour 120 personnes. Ça nous avait demandé beaucoup de préparation et pour le dressage, on était 9. Je vous laisse lire. Dressage vertical. Donc comme vous voyez ici, on va essayer de monter au maximum les préparations pour avoir du volume. Ce qui nous intéresse dans le dressage vertical, c'est le volume. Et on l'amène par la hauteur du dressage. Alors il faut qu'il y ait un côté spectaculaire. Alors est-ce que c'est difficile à faire? Oui et non. Ça dépend de ce que vous allez utiliser pour faire votre dressage ou votre assiette. Mais bon, là c'est un dressage très gastronomique, très technique, mais on peut faire des dressages verticaux qui sont beaucoup plus simples et qui donnent au moins un aussi bon résultat. Le matériel, les ingrédients et les couleurs pour le dressage. Alors, la forme des assiettes. Dans une assiette ronde, on peut centraliser la présentation. On peut travailler en opposant les pièces d'une part d'un axe central. Généralement, on prend le diamètre de l'assiette, on s'en fait un axe et on peut créer en fonction de ça. Même dans un dressage très asymétrique, on va prendre en compte la diagonale de l'assiette ou le diamètre qui va nous permettre de jouer et d'avoir un dressage qui va tenir la route. Sur une assiette rectangulaire, il va falloir que vous intégriez dans votre dressage qu'une assiette rectangulaire se lie de la droite
de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, pardon. Je me reprends de la gauche vers la droite. Exactement. Comme on lit un livre finalement. Donc il va falloir que vous placiez peut-être la pièce maîtresse de manière idéale. C'est-à-dire que peut-être que si vous voulez avoir sur une assiette carrée, si vous voulez mettre en valeur votre produit maître, vous allez le mettre dans le premier, dans le début de votre assiette. Et vous allez ensuite faire un dressage forcément qui va être un peu linéaire et qui va vous amener vers le côté. Vous pouvez aussi dresser dans la diagonale. Et là, pareil, on va toujours placer en premier plan la pièce maîtresse. Et plus on va s'éloigner du client quand on pose l'assiette, moins on va avoir les produits nobles ou les produits que l'on va mettre en valeur. Dans les assiettes carrées, on s'offre beaucoup de possibilités, notamment comme dans les assiettes rondes, mais on prend toujours aussi la diagonale du carré qui va nous permettre d'avoir un point central, qui va nous permettre de dessiner un point central, et en fonction de ça, on peut dessiner. On peut décider de mettre 4 éléments, 5 éléments, mais il va falloir toujours répondre un petit peu centré par rapport à ces deux diagonales du carré. Si on a une assiette triangulaire, deux méthodes. Soit on va préférer mettre l'élément central en plein milieu, soit on va avoir 3 éléments différents et on va essayer de les mettre sur les angles. Aller sur les angles et mettre peut-être une petite salade d'herbe au milieu qui va boucher un peu le trou, mais on va mettre peut-être des éléments un petit peu essentiels sur les côtés ou avoir un gros élément central. Donc vous voyez que la forme des assiettes a une incidence sur le dressage. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On va avoir le matériel. Alors le matériel, on peut avoir des poches à douille, on peut avoir des pinceaux de cuisine, des timbales, des moules ou des emporte-pièces, des cercles comme on voit ici, des ustensiles de découpe de fruits et de légumes, de sculpture. Bon, mais là on est déjà dans la gastronomie qui va être plus haut de gamme ou dans les services traiteurs haut de gamme. La pince de chef qui va pouvoir venir mettre peut-être les petites fleurs au dernier moment ou les petites herbes au dernier moment et les placer de manière très précise. On peut utiliser des pipettes pour mettre des purées, des sauces qui vont venir agrémenter notre assiette et faire quelques points finalement. On peut utiliser quelque chose qui s'appelle la déco spoon qui est ici et qui nous permet de faire des points, des virgules, des choses intéressantes. Et on peut utiliser encore des cuillères à pompe parisiennes pour avoir différentes possibilités, ou des mandolines qui nous permettent donc de faire des petites juliennes, des petites chips, des petites choses qui vont nous permettre de vraiment travailler le dressage. Les ingrédients. Alors les ingrédients, on peut utiliser des épices qui nous empêchent de mettre un peu sur le bord de l'assiette, un peu de piment d'Espelette pour avoir une petite poudre rouge qui sera très jolie. Des herbes aromatiques, exactement de la même chose. Des poudres. Alors moi, quand j'étais chef, j'aimais beaucoup utiliser la poudre d'olive noire qui me permettait donc d'avoir le noir sur le blanc, ça ressort bien. Et je trouve que c'était une bonne méthode. J'utilise aussi de la poudre de pain que je faisais différemment à l'encre de sèche. On peut utiliser bien sûr les tuiles, les légumes qu'on peut utiliser parce qu'ils amènent beaucoup de couleurs. On verra que la couleur c'est intéressant. Et on peut utiliser des fleurs. Alors dans les fleurs comestibles, il y a de très belles fleurs qui amènent vraiment un goût particulier. Vous savez que moi je suis adepte de tout ce qui se mange doit avoir du goût. Et dans les fleurs comestibles, même si j'étais sceptique au début, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très 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 bonnes lorsque j'ai travaillé dans des restaurants étoilés et que j'utilisais moi aussi quand j'étais chef et qui amènent beaucoup de couleurs. Après je suis moins enclin à mettre des fleurs qui ont moins de goût comme leurs fleurs de pensée ou comme leurs fleurs de géranium qui amènent finalement très peu de choses dans l'assiette à part un côté visuel qui m'intéressait moins. Mais il y a plein d'autres fleurs qui sont intéressantes. Pour continuer les ingrédients, donc on peut faire des poudres végétales, des poudres de champignons, des poudres d'olive noire. On peut faire des tuiles de pin, de persil, des opalines.
des purées de fruits ou de légumes qui vont amener des points de couleur si on les met en pipette. On peut faire des écumes de fruits, de sauces. On peut utiliser donc aussi des herbes aromatiques, comme on l'a dit. Des coulis, on peut en faire un trait ou un pinceau, c'est très joli. Et les fleurs. Et une variante qui me semble intéressante de vous parler ici, c'est les sponge cakes qui ont été à la mode un moment, qui commencent à être moins intéressants. Mais c'est un gâteau qui se fait généralement au micro-ondes minutes. Ça prend 40 secondes à faire et ça donne un aspect un peu spongieux et d'où son nom. Et ça peut être un très bon élément de décoration. Les couleurs. Alors les couleurs, il faut utiliser des couleurs pour que votre assiette soit très visuelle. Alors la pâtisserie utilise des colorants artificiels, notamment dans tout ce qui est macarons. La cuisine n'en met pas beaucoup. On va préférer des aliments qui vont colorer le plat mais qui sont naturels. Donc on va pouvoir travailler aussi bien les contrastes, faire peut-être une assiette verte et rouge qui va avoir vraiment un contraste. On peut faire des camailleux ou on peut même travailler sur le monochrome. On peut décider que notre assiette sera toute blanche avec que des ingrédients blancs. Et si on met ça sur une assiette noire, ça en jette pas mal et c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme couleur? On peut avoir du rouge qui peut être amené par le poivron, la betterave, le sumac, donc une épice magnifique, de la tomate, de la fraise, de la prune, enfin beaucoup de choses. Le noir, l'aubergine, la truffe, le boudin, le caviar, l'olive noire. En fonction du type de restaurant où vous travaillez, vous aurez peut-être plus accès à l'olive et au boudin qu'à la truffe et au caviar, j'en suis persuadé. Mais l'encre de chaise sèche, on peut en avoir partout. De l'aubergine, on peut en avoir tout le temps. On peut avoir pour le jaune du poivron, du maïs, du jaune d'œuf, du safran, de la moutarde, du curcuma qui est une épice qui colore beaucoup les produits. On peut utiliser pour le violet tout ce qui va être chou rouge, qui va amener une couleur violette, du cassis, de la prune, de la pomme, de la vitelotte. On peut amener beaucoup de choses. Et le vert, on a beaucoup de légumes verts, donc on peut utiliser là-dessus, en faire des coulis, en faire des écumes, en faire des espumants, en faire plein de choses. Et on peut amener beaucoup de couleurs dans une assiette et la rendre très présentable et très jolie. Conseil pour le dressage. Alors, les indispensables pour un bon dressage. Première chose, c'est mixer plusieurs saveurs dans une assiette. On peut avoir un très beau visuel et finalement se retrouver déçu parce qu'on n'a pas grand chose. Alors, il est intéressant de mixer peut-être le sucré, le salé, ou l'acide et le sucré, ou l'amer et l'acide. Peut-être pas les quatre saveurs, mais mixer deux sont pas mal. Après, il faut avoir une harmonie dans le dressage, c'est-à-dire que si vous dressez pour une table de 4 et que les 4 ont la même assiette, il faut que les 4 ont le même dressage. La couleur est très importante, comme je viens de vous le dire, mais vous avez les outils pour faire un petit peu ce que vous voulez. On peut jouer sur les contrastes, ça c'est intéressant, d'avoir un rouge très vif et peut-être un rose plus pastel, fait avec une gelée de piment d'Espelette par exemple, et un coulis de piquillos ou de poivron très rouge. On peut jouer sur ces contrastes-là, c'est intéressant. On peut jouer sur les camailleux, et on peut adapter bien sûr le dressage au conditionnement, comme on l'a vu sur les assiettes. Donc si on a une assiette carrée, on ne va pas utiliser le même dressage que si on fait ça sur une assiette rectangulaire ou triangulaire. De même, si vous faites des cocktails, en fonction du dressage que vous avez, vous allez l'adapter. Vous allez adapter le dressage au conditionnement. Si vous faites une verrine ou si vous faites une spoon, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments de dressage. Si vous allez avoir un gâteau, une tarte aux fruits et que vous allez vouloir la dresser vous n'allez pas utiliser les mêmes conditionnements si vous la faites en bouchée ou si vous la faites pour 8 personnes. Donc tout ça, il faut le réfléchir et il faut l'adapter. Alors quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur le dressage, c'est Monsieur Renimel, qui est un restaurateur étoilé Michelin, qui travaille à Orville, donc dans le 31, dans un restaurant qui s'appelle En Marge, et qui m'a donné les conseils suivants que je vous recommande de connaître. Donc les quantités impaires sont toujours plus esthétiques.
Si vous avez dans votre assiette, si vous voulez mettre, vous avez un élément que vous voulez répéter, mais il vaut mieux le répéter 3 fois qu'une fois, que 2 fois ou 4 fois. Alors on va mettre 1, 3 ou 5. Ça permet d'avoir un dressage qui va être beaucoup plus esthétique et qui ne va pas couper l'assiette en 2 ou en 3. Donc il faut vraiment utiliser les quantités impaires tout le temps. Si vous faites une présentation avec des boules de glace, eh bien, il va falloir mettre 3 boules de glace, peut-être pas 2, pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Il n'est pas interdit de superposer les aliments parce que ce qui est très très important, à part dans le dressage éclaté, c'est la verticalité, le volume. Donc il faut du volume. Donc n'hésitez pas à superposer les aliments. Il faut employer que des aliments comestibles parce que tout doit se manger dans une assiette. Ne laissez pas de la ficelle, ne laissez pas un cure-dent, ne laissez pas une brochette. Tout doit se manger, donc quand vous envoyez, il faut que tous les éléments qui sont dans l'assiette se mangent. On dépose les viandes et les poissons sur les sauces et on fait rarement le contraire. On nappe très rarement les viandes et les poissons. À part pour des cuissons particulières comme le sauté déglacé où on a vu la dernière fois, ou l'escalope normande, qui fait partie de la technique. Mais sinon, si vous faites une viande, un beau tourneau rossini et avec une sauce bordelaise, ben vous allez mettre votre tourneau d'un côté avec votre tranche de foie et vous allez mettre avant votre sauce que vous allez poser dessus. Comme ça, le client, lui, voit la qualité du foie, voit la qualité de la viande, voit votre sauce brillante. Et si vous nappez tout, ben, il ne voit que la sauce qui en plus va dégouliner un peu partout, qui ne donnera pas des choses intéressantes. Les bords d'assiette doivent toujours être impeccables. Rien de plus désagréable que quelqu'un qui a fait un dressage soigné et qui finalement en a mis partout sur les bords d'assiette. Et qu'on voit après des traces de doigts ou des choses comme ça sur le bord de l'assiette. Ça fait toujours un très beau effet. Ensuite, on va parler des quantités, parce que les quantités sont importantes. Alors, les grammages et les proportions, ils varient en fonction du concept du restaurant. La complexité des assiettes, le nombre de plats dans le menu, la noblesse des produits et la nature des clients. Si vous travaillez dans un restaurant étoilé Michelin et que vous faites quelque chose avec le homard et la truffe, vous allez peut-être mettre moins de quantité et de homard et de truffe que si vous faites un bœuf bourguignon. Pour un restaurant de chaîne ou un restaurant routier. Pourquoi ? Parce que tous ces grammages-là font que le prix que le client au final va payer va être différent. Et si vous avez dans un restaurant gastronomique, dans un menu de dégustation 7 plats, eh bien vous ferez des mini plats à chaque fois plutôt que si vous avez un seul plat principal et que vous l'amenez sur la table. Donc vous allez avoir vraiment une palette de grammage qui va varier vraiment en fonction du concept du restaurant, bien sûr. Si vous êtes un restaurant kebab ou un restaurant étoilé, vous n'allez pas mettre la même quantité. Les gens ne vont pas venir chercher la même chose. Leurs attentes sont différentes. Si vous êtes dans un restaurant étoilé, vous allez peut-être avoir 10 ou 12 ingrédients. Dans un restaurant plus traditionnel, peut-être type traditionnel, on va dire type bistronomique, vous allez avoir peut-être 3 ingrédients, 4 ingrédients. Donc voilà, tout ça il faut le prendre en compte. Donc par exemple un restaurant routier qui propose des plats roboratifs proposera des portions de 200 grammes de viande par personne. Ça va être intéressant. Et ça va être ce que vont venir chercher vos clients. Au contraire, si vous travaillez dans la gastronomie, on va baisser les grammages au moins de moitié en fonction de la multiplicité des plats, du menu, le nombre de garnitures. Si vous avez 6 garnitures, c'est pas pareil que si vous en avez qu'une. Et ensuite, il faut savoir que le restaurant qui va utiliser produits bruts, lui se basera sur un grammage de produits crus. Quand le restaurateur va partir sur 200 grammes de viande, il va partir sur donc 200 grammes de viande crue. Une fois qu'elle est cuisinée, il ne va pas repeser pour savoir s'il est bon. Et en ayant ces 200 grammes de viande crue, eh bien, il a intégré lui la perte due à la cuisson et des choses comme ça. Donc il faut partir sur des grammages intéressants. Et donc pour un routier, vous allez utiliser par exemple 200 grammes de viande crue pour un restaurant gastronomique ou un restaurant bistronomique avec une viande qui va être peut-être
du bœuf Wagyu ou du bœuf Cimental ou du bœuf de Galice, eh bien, vous allez descendre à presque entre 80 et 100 grammes parce que le coût n'est pas le même et que les objectifs sont pas les mêmes. Ensuite, il existe de nombreux facteurs qui font évoluer ces grammages. La clientèle, qu'elles soient masculines ou féminines. Si vous avez un restaurant de viande et qui est généralement à côté qui pourrait se trouver par exemple dans une zone industrielle, il y aura peut-être vous allez peut-être avoir plus une clientèle masculine et là vous allez privilégier la quantité peut-être à la qualité. Si c'est féminin, il va falloir peut-être plus penser sur l'aspect végétal. Les repas du midi et du soir, peut-être le repas du midi on va faire quelque chose de plus léger, le soir quelque chose d'un peu plus roboratif. Le type de clientèle, est-ce que c'est de centre-ville ou rural? Généralement en zone rurale on mange plus en quantité, donc il faut l'intégrer. Le concept de restauration, donc ça je vous en parle depuis tout à l'heure, que ce soit un restaurant routier ou un restaurant étoilé, on n'a pas la même chose. L'âge de la clientèle, si vous avez une clientèle plus jeune ou plus âgée, eh bien, il faudra adapter tout ça. Et il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte. Ce que l'on fait généralement, c'est que le restaurateur il va adapter ses grammages en fonction des paramètres qu'il a identifiés. Et les grammages, on peut utiliser le lien que je vous mets là, qui va vous renvoyer sur un tableau que se sert beaucoup la restauration collective, mais qui a ciblé et qui a permis de définir assez précisément les grammages que l'on utilise, même en restauration commerciale. Je vous remercie de